Et si je vous disais qu'un groupe en Europe veut depuis toujours son propre pays sans jamais l'obtenir? Peut-être avez-vous pensé à quelques exemples, mais je parle d'un groupe précis, ayant sa propre ethnie et une langue parlée par 250 000 personnes. Ils étaient présents comme délégation à la conférence de paix de la Première Guerre mondiale, et une carte préliminaire montrait leur pays potentiel. Ceci est l'histoire des Aroumains et de leur pays potentiel, la Teja Vlachorum, également connue sous le nom de Samarina. Alors tout d'abord, qui sont ces gens? Les Aroumains sont un groupe ethnique originaire du sud des Balkans. Ils parlent l'aroumain, une langue romane orientale. Ils vivent traditionnellement dans le sud de l'Albanie, le nord de la Grèce et la Macédoine du Nord, ainsi que dans l'ouest de la Bulgarie. En fait, les plus de 250 000 personnes qui parlent l'aroumain aujourd'hui vivent principalement dans ces régions, la majorité en Grèce. Beaucoup d'entre eux vivent également à l'étranger, à travers le monde, dans le cadre de la diaspora aroumaine, en raison de leurs ancêtres. En quittant la grande capitale aroumaine de Moscopole, aujourd'hui un petit village, mais autrefois l'une des plus grandes villes des Balkans, rivalisée seulement par Constantinople, mais détruite par Ali Pacha en 1788. Les Aroumains sont également connus sous d'autres noms. Certains les appellent Valaques, d'autres Macédo-Roumains. Ce dernier nom est peut-être justifié par le fait qu'ils vivent précisément dans la région de la ligne Jeresek. Une ligne imaginaire qui montre où les influences latines, grecques, puis plus tard slaves, se rencontrent dans les Balkans. La langue est, comme vous pouvez le deviner d'après son nom, très proche du roumain. Les deux ont évolué à partir du latin vulgaire, parlé par les habitants de la région après la romanisation de la zone durant l'Empire romain. Et leur ethnonyme, aroumain, dérive précisément du latin romanus, qui signifie citoyen romain. Il a été inventé par Gustav Weygand, un linguiste allemand, dans son livre intitulé Die Aromunen de 1813. Alors que Vlach était un exonyme utilisé principalement par les Grecs au Moyen Âge pour désigner ces personnes, il signifiait quelque chose comme berger pour les Grecs de l'époque. En fait, cette illustration de 1899 nous montre un homme aroumain, habillé en berger. Et, chose intéressante, le mot signifiait aussi bandit ou rebelle pour les Ottomans, un nom qui était également mentionné dans les chroniques byzantines du XIIIe siècle, comme le Stratégicon de Kikaoménos ou même Anacomnès. Alexiode, où ils sont décrits comme vivant dans la région de Thessalie. De nombreuses autres sources mentionnent la Thessalie comme une autre ville principale d'une petite Vlachie. Cette carte de 1265 nous montre cela, en la reliant culturellement à la grande Valachie du Nord, à peu près là où se trouve la Roumanie aujourd'hui. Cela confirme peut-être le lien entre eux et toutes ces informations les concernant. Leur principale ville détruite en 1788, l'étude de leur nom en 1813, et surtout le fait de savoir comment ils étaient appelés à l'époque médiévale nous montre quelque chose. Ils existent depuis très longtemps. Alors comment sont-ils arrivés ici ? La plupart des chercheurs ont supposé que les Valaques sont des descendants de soldats romains ou de populations autochtones des Balkans qui ont été latinisées. Certains chercheurs roumains affirment qu'ils faisaient partie d'une migration daco-roumaine depuis le nord du Danube vers le 7e siècle, tandis que les chercheurs grecs affirment qu'ils descendent de légionnaires romains ayant épousé des femmes grecques. La véritable origine reste incertaine. Mais une étude génétique de 2006 a montré que les Aroumains actuels sont génétiquement indiscernables des autres populations des Balkans. Il est très probable qu'une combinaison des deux histoires soit vraie, avec un mélange complet de ces populations, les habitants locaux ayant fini par prédominer à l'époque moderne. Mais leur identité demeure toujours. Au XIXe siècle, alors que d'autres mouvements nationaux commençaient dans les Balkans pour obtenir l'indépendance de l'Empire ottoman, une identité nationale aroumaine distincte s'est également éveillée. Et il a été difficile pour cette identité de se former. Ils étaient considérés comme des Romains d'Orient. Ils pratiquaient le christianisme orthodoxe oriental, et ils étaient culturellement hellénisés. En fait, le premier livre écrit en aroumain a été rédigé en alphabet grec à la fin du XIXe siècle. Cependant, l'élément latin de leur héritage a commencé à être exploré dans une série de brochures et de livres.
En 1815, les Aroumains de Budapest ont demandé l'autorisation d'utiliser leur langue dans la liturgie, mais cela a été refusé par le maire local. Mais cela a prouvé que quelque chose était en train de se passer. Cependant, l'établissement d'une conscience nationale aroumaine distincte a été entravé par la tendance des classes supérieures aroumaines à être absorbées par les ethnies dominantes environnantes et à adopter leurs causes nationales respectives comme les leurs. Je pense que c'est comme tout le reste. La grande division ne concerne plus tellement l'ethnicité ou le sexe, c'est maintenant une question de classe sociale et d'argent, en parlant de cette classe supérieure aroumaine. Probablement ces gens avaient beaucoup d'argent, mais j'ignore comment ils le conservaient à l'époque. Je ne sais pas à quoi ressemblaient les portefeuilles à l'époque, mais je sais quels sont les meilleurs portefeuilles, si vous voulez en utiliser aujourd'hui. Ces Aroumains de la haute société étaient tellement imprégnés des cultures locales que de nombreuses historiographies balkaniques les ont qualifiés de meilleurs Albanais, de meilleurs Grecs ou de meilleurs Bulgares, ce qui a amené les chercheurs à les appeler les caméléons des Balkans. Par conséquent, de nombreux Aroumains ont joué un rôle important dans l'histoire moderne des nations balkaniques. Le révolutionnaire Pitougali, le premier ministre grec Ioannis Kolétis, un magnate grec nommé Georgios Averov, un premier ministre serbe Vladan Dortovic, ou encore le patriarche de Constantinople Athénagoras Ier, parmi tant d'autres. Mais même eux n'ont pas pu réprimer la volonté de certains Aroumains. Après l'indépendance de la Roumanie, celle-ci a soutenu des réseaux culturels et éducatifs dans les Balkans du Sud, principalement destinés à ces populations. En conséquence, les Aroumains se sont divisés en 3 principales factions, l'une pro-grecque, une autre pro-roumaine, et une troisième, plus petite, axée sur leur identité unique, mêlant les 2 cultures. La lutte macédonienne, un conflit local qui a eu lieu en Macédoine ottomane entre 1893 et 1912, a vu une série d'affrontements militaires entre Grecs et Bulgares. Et c'est un exemple parfait de la lutte entre les factions aroumaines, car l'une s'est rangée du côté des Grecs, et l'autre du côté des Bulgares. Comme Vienne et Budapest avaient été les principales destinations de la diaspora aroumaine après la destruction de Moscopole, l'Empire austro-hongrois est également devenu un défenseur de leur identité. En 1905, avec le soutien de l'Autriche et de la Roumanie, ils sont devenus une entité distincte au sein de l'Empire ottoman, obtenant la liberté de culte et d'éducation dans leur propre langue. Beaucoup ont affirmé que cela arrivait trop tard, car le peuple était déjà divisé en ses factions, et aucune d'entre elles ne semblait réellement vouloir l'autonomie. Gustave Weygand a une citation de 1897, disant « La plupart des Aroumains ne sont pas seulement indifférents, mais activement hostiles à leur propre mouvement national. Néanmoins, le mouvement existait, et avec le déclenchement et la fin de la Première Guerre mondiale, il allait connaître de nouveaux développements. Les puissances centrales vaincues, l'entente se réunit à Paris pour discuter des conditions de paix et de la réorganisation du monde. L'un des points clés à l'ordre du jour était le soutien à plusieurs mouvements qui cherchaient leur propre indépendance. Ils voulaient, en particulier les Américains, que les nouvelles frontières soient tracées selon les lignes de l'identité nationale et de l'ethnicité. Et donc, voyant cela comme une opportunité, une délégation aroumaine a rejoint les négociations à Paris. Ils se sont appelés le Comité national du Pindus et avaient pour objectif d'établir une entité aroumaine indépendante, ou au moins autonome. Ils arboraient un drapeau intéressant, entièrement blanc, avec un ensemble de lignes bleues formant un rectangle et un cercle. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce motif, mais je ne sais plus où. Si vous savez, laissez un commentaire. Ils ont proposé une carte d'un territoire situé aujourd'hui au nord de la Grèce, et en partie en Macédoine du Nord et en Albanie. Le pays s'appellerait la République de Samarina, ou la République du Pinde. Cela faisait suite à la tentative de créer un canton aroumain sous protection italienne, toujours pendant la guerre. À l'époque, les Latins avaient occupé une partie de cette région, et ils ont, en quelque sorte, incité les Aroumains à rechercher leur héritage latin afin d'obtenir leur soutien. Lors de leur indépendance en 1917, ils ont cherché le soutien de l'Italie, mais celle-ci n'est pas allée jusqu'au bout. Ils ont retiré leurs troupes, et les Grecs ont repris les régions. Essentiellement, ni les Italiens, ni les autres puissances de l'entente ne se sont suffisamment souciés d'eux pour prendre position, et les autres nations balkaniques voulaient ce territoire pour elles-mêmes. Tout cela, ajouté au fait que la majorité des Aroumains eux-mêmes ne se souciaient pas vraiment du mouvement national, ou y étaient même opposés, a fait que le pays potentiel de Samarina n'a jamais vu le jour. Après la Première Guerre mondiale, l'implication roumaine a diminué,
Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Axe occupait la Grèce, l'Italie a de nouveau encouragé les nationalistes aroumains à former leur propre entité sous protection italienne. Une nouvelle principauté du Pinde a été déclarée entre 1940 et 1942, arborant un drapeau au design affreux. Mais dès qu'elle a été déclarée, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et la Grèce calabroniste s'y sont toutes opposées. L'Axe voulait que les Aroumains se mobilisent en faveur de l'Axe, pas en leur propre faveur, et ainsi, la principauté du Pinde a également échoué. À l'époque moderne, l'identité aroumaine continue d'exister. Plus de 200 000 personnes de leur descendance vivent en Albanie, peut-être jusqu'à 300 000 en Grèce, et partout dans les Balkans et dans le monde. 250 000 de personnes parlent la langue. Cette carte des Balkans du Sud indique où ils vivent actuellement, avec de nombreuses poches encore présentes dans la région. Ils ont autrefois revendiqué leur propre pays, mais ils ont essentiellement tous adopté la culture nationale dominante là où ils vivent, parfois en conservant au mieux une double identité. Des exemples de la cuisine aroumaine peuvent encore être trouvés dans des plats spécifiques, comme le mezovone et le fromage aroumain. Ils ont leur propre musique, littérature et vêtements traditionnels. Cependant, la lutte pour un pays indépendant, jamais existé, semble pour l'instant suspendue. Mais bon, en 2030 maires aroumains ont signé une résolution de protestation contre la situation des droits de l'homme en Grèce. Alors qui sait, peut-être qu'un jour les Aroumains essaieront à nouveau de devenir leur propre pays, et une nouvelle république de Samarina, ou Vlachia, naîtra dans les Balkans. On sait tous qu'il pourrait utiliser un pays de plus pour se disputer, donc voilà le pays européen qui n'a jamais existé. Qu'en pensez-vous ? Aurait-il dû exister ? Connaissez-vous d'autres groupes ethniques qui ont voulu être indépendants, mais n'y sont pas parvenus ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci à mes mécènes pour leur soutien et à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. D'accord. La tasse moumine aujourd'hui, elle est vraiment éclatante. Ce sont les fantômes. Ils prennent le thé. Et puis plein de gens font. Ou, je ne sais pas. Je pense que je dois baisser un peu les stores. Parce qu'il y a quelques vidéos, j'ai reçu un commentaire très gentil de quelqu'un qui disait « Oh, l'éclairage est vraiment bien. Quelles lumières utilises-tu ? J'utilise le soleil. » C'est une fenêtre. Elle est très bien placée. Donc c'est très bien, mais ce n'est qu'une fenêtre.